Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 27 mars 2022, dernier dimanche du mois dédié aux femmes. Quoi de plus normal, naturel que de recevoir une jeune dame. Elle s'appelle Aïda Diop Ndiaye, présidente de Women in Mining Sénégal. Elle est géologue de formation, invitée du jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Bonjour. Bonjour Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout l'honneur est pour nous. Alors, vous êtes géologue de formation, diplôme que vous avez obtenu au département de géologie, où vous étiez l'unique femme de votre promotion. Aïda Diop est titulaire d'un master en qualité, sécurité, environnement de l'Université Polytechnique de Dakar. Elle a également suivi des formations en économie minière et énergétique à l'Université nationale d'Australie, en gouvernance des industries extractives au Natural Resources Governance Institute et en gouvernance du pétrole, du gaz et des mines à l'Université d'Oxford en Angleterre. Alumni du programme Leaders in Extractive and African Development, LEAD de Cape Town en Afrique du Sud, de géologue d'exploration dans une entreprise minière australienne à la gouvernance en passant par la planification et la gestion de projets, Aïda Diop Ndiaye a capitalisé une expérience de 13 ans dans le secteur extractif avec respectivement les postes de géologue d'exploration, de chargé de projet, de chef de service stratégique et développement de projets miniers, de consultance chercheur. Et elle est présidente de Women in Mining Sénégal, les femmes dans le secteur minier en français. J'aurais pu continuer cette présentation. Alors, Aïda Diop, depuis 2016, vous avez pris part à l'élaboration des codes miniers, pétroliers, gaziers et du contenu local, la loi sur le contenu local, dans la perspective de l'exploitation commerciale des ressources du pétrole et du gaz prévue en 2023, sauf changement. Comment se présente à vos yeux justement le secteur minier et énergétique dans un tel contexte? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier très sincèrement et de reconnaître aujourd'hui et magnifier cette tribune jury du dimanche qui est très appréciée et très suivie au niveau national et international parce qu'en fait c'est cette émission qui fait nos voyages, ça nous permet vraiment de suivre les actualités, les échanges de haute facture. Et cette invitation démontre à suffisance, s'il en était besoin, que la femme occupe une place de choix dans votre ligne éditoriale. J'ai fait la promesse de m'en ouvrir davantage aux femmes. C'est ça. Oui. Donc au-delà de ma personne, c'est la femme qui est honorée et la femme du secteur extractif qui est magnifiée. Donc, revenant à votre question, pour dire qu'en fait, depuis 2014-2016, le Sénégal connaît un tournant important dans le secteur extractif, surtout avec l'avènement des découvertes du pétrole et du gaz de Sangomar, de Saint-Louis et de Kayar. Et ce qui a permis de déclencher un certain nombre de réformes des politiques publiques que vous avez citées. D'abord, le code minier de 2016 avec quelques innovations qui permettent de maximiser davantage les parts de l'État parce qu'en fait les premiers codes miniers par exemple c'était beaucoup plus incitatif, mais avec le nouveau code minier par exemple une des innovations majeures c'est l'introduction par exemple du contrat de partage de production qui permettrait à l'État de maximiser ses parts, entre autres innovations comme le contenu local, le développement du contenu local, certaines aussi dispositions spécifiques fiscales, l'inclusion aussi de la dimension genre à travers les articles 115 et 109, et ça aussi grâce à l'association Women in Mining Sénégal, parce qu'à l'époque nous avions élaboré un document de contribution qui a été pris en compte sur toute sa globalité dans le code minier de 2016. Et c'est dans cette perspective aussi que cette dynamique, que aussi le secteur des hydrocarbures, des énergies de manière générale, a aussi connu certaines réformes comme
la révision du code pétrolier en 2019, qui a été adopté en 2019, le code gazier de 2020, comme vous l'avez dit, ainsi que la loi sur le contenu local et la loi sur le partage des revenus. Un projet de loi adopté par le Conseil présidentiel tenu en décembre dernier. 4 mois après, où en est-on? 4 mois après, je veux dire qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas, de manière générale, ça continue, le processus continue. Et ce qu'il faut noter, c'est des dispositions spécifiques qui ont été prises, comme par exemple la clé de répartition, qui avait été par exemple promue, à savoir 90% au niveau du budget et les 10% par exemple pour le fonds intergénérationnel. Exactement. Et par rapport à ce fonds, surtout parce qu'en fait c'est ça qui permettrait de développer l'investissement dans le développement et surtout peut-être de nourrir cet espoir de la jeunesse et des femmes par rapport à l'employabilité, par rapport au développement de projets structurants et durables qui permettraient le développement du pays. Parce qu'en fait, avec aussi l'avènement de ces réformes, après la découverte des pétroles, il a été fait une disposition spécifique sur la Constitution, à savoir l'article 25, qui stipule qu'aujourd'hui, les ressources appartiennent au peuple. Et dès lors que les ressources appartiennent au peuple, il est important de rendre beaucoup plus transparente la gouvernance, les mécanismes de gouvernance, de doter davantage aussi des outils qui permettront d'avoir une gouvernance plus participative, une gouvernance plus inclusive, qui permettra l'épanouissement des populations de manière générale. Et ça nous permettrait aussi de tirer les leçons par rapport aux pays qui ont déjà découvert des ressources où il y a eu pas mal, par exemple, de problèmes, comme le syndrome hollandais, comme par exemple tant d'autres. Justement, ça a été une préoccupation lors de ce conseil présidentiel. Clé de répartition, 90% affectés au budget national, 10% pour le fonds intergénérationnel, pour les générations futures. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette clé de répartition? Satisfaite, en tout cas, je dirais on pourrait améliorer dans la mesure où même il y avait une troisième partie qui était par exemple la stabilisation, les fonds de stabilisation. Oui. Par exemple, ce fonds, il n'y a pas en fait de ressources spécifiques qui est dédiées à ce fonds. Juste qu'on va par exemple tirer des surplus pour pouvoir alimenter ce fonds. Ce serait peut-être plus important, plus pertinent peut-être d'alimenter avec un pourcentage spécifique ce fonds de stabilisation. À hauteur de, vous avez une idée? Le minimum possible parce que ce serait plus important et plus prudent de toujours peut-être vouloir miser juste par exemple sur les surplus, d'autant plus qu'on sait que ce secteur, les cours ça varie, ça peut augmenter, ça peut diminuer, donc ce serait un peu risqué. Et par rapport aussi au fonds intergénérationnel, 10%, on pouvait augmenter peut-être 15-20%. Et surtout, le plus important, c'est vrai, c'est un fonds pour les générations futures, mais ça doit servir à investir dans le développement. À investir dans le développement, tenant compte aussi des règles budgétaires, tenant compte aussi des règles d'épargne, par exemple, les principes de Santiago, entre autres. Et pour dire que ces fonds devront être investis dans des projets structurants. Et même l'instance ou bien la structure qui va gérer ces fonds, à savoir le fonds 6, on devrait aussi renforcer les capacités du fonds 6 parce qu'en fait, à l'entame, ce n'était pas son rôle de gérer par exemple ce genre de fonds. Donc il est important d'anticiper sur les mécanismes de gestion, les mécanismes de gouvernance, la transparence, un peu les procédures de décaissement, les procédures aussi d'épargne, entre autres. Donc c'est important qu'on puisse améliorer la transparence et aussi... Oui. Est-ce qu'on aurait pu prévoir un pourcentage pour les femmes? En tout cas, c'est notre clé de répartition. C'est notre plaidoyer parce que tout naturellement, aujourd'hui, le Sénégal, la majorité de la population, c'est les femmes.
et surtout aussi les jeunes. Donc ce serait important d'avoir un pourcentage spécifique qui est dédié au financement des projets d'autonomisation des femmes, par exemple à l'image de ce qui est prévu avec le Code minier de 2016, l'article 115, qui recommande à ce que des projets d'autonomisation des femmes soient pris en compte dans les plans locaux de développement et aussi les fonds dédiés. Et il n'est plus à démontrer le travail que les femmes font sur le terrain en termes de développement. Et les financer, les autonomiser, ça permettrait de créer de l'emploi pour la jeunesse, de aussi développer certains autres secteurs d'activité, parce qu'en fait, avec les ressources extractives, c'est ça le challenge. Ne pas faire l'erreur de surtout investir que dans un seul secteur. Il faudrait qu'on puisse diversifier les activités économiques, que ça soit un investissement horizontal, que ça soit aussi vertical pour pouvoir élargir les gammes de services. Une chaîne de valeur, un cercle vertueux. Exactement. Et donc ça permettrait vraiment une meilleure gestion des revenus. Alors le chef d'État a dit lors de sa prise de parole: les ressources tirées du pétrole et du gaz ne vont pas servir à payer des salaires. Dit comme ça, vous, quelle compréhension vous en avez? Espérons que ça puisse se matérialiser, parce que quoi qu'on puisse dire, c'est très important aussi de pouvoir mieux investir sur le développement que des charges de fonctionnement, parce que sinon aussi ça ne va pas nous mener à grand chose. C'est des charges salariales qu'on va encore une fois développer, etc. Et chacun va réclamer sa part. Sa part. On le constate déjà dans beaucoup de secteurs qui sont en ébullition. C'est ça. Et donc en tout cas, il faudrait qu'on puisse en tout cas orienter les ressources vers des activités ou bien des secteurs qui sont prioritaires. On voit l'éducation, on voit la santé, la formation, l'environnement. On est dans un contexte de transition énergétique. Donc il faudrait pouvoir penser à tous ces aspects et ne pas faire l'erreur qu'ont commis par exemple des autres pays riches en ressources naturelles. Tiens, justement, le projet de loi, comme je disais, portant répartition de ces ressources, je rappelle en termes de chiffres, il y a près de 700 milliards qui vont affecter au budget national. Mais est-ce que vous êtes optimiste quant à l'adoption par l'Assemblée nationale, parce que le projet doit être soumis à l'Assemblée nationale avant la fin de cette législature, puisque le 31 juillet prochain, on ira aux élections pour renouveler un peu l'Assemblée nationale. Est-ce que vous souhaitez ou vous demanderiez que son adoption se fasse avant ou plutôt après? L'essentiel que ça se fasse dans les meilleures conditions, qui permettraient une meilleure prise en compte des besoins et préoccupations des populations de manière générale. Maintenant, que ça soit avant l'Assemblée nationale, les prochaines élections ou après, l'essentiel que ça se fasse dans un cadre qui permettrait une meilleure prise en compte des besoins et préoccupations des populations, que ça ne soit pas de manière précipitée, mais le plus important, que ça suit le cours normal, le processus que ça doit prendre, qui permettrait à toutes les parties prenantes d'y intégrer ou bien en tout cas d'y ajouter leur... Et le temps aussi au Parlement de pouvoir faire les commentaires ou bien en tout cas les propositions pertinentes qui permettront son adoption. On parlera des législatives un peu plus tard dans cette émission, parce que j'imagine que les femmes sont décidées aussi à occuper leur place et toute leur place dans la prochaine législature. Je rappelle que nous recevons Aïda Diop Ndiaye, présidente de Women in Mining Sénégal, et les géologues de formation. Émission jury du dimanche, iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne de télévision préférée, et votre site de référence immedia.sn. Alors, j'ai ce magazine sous les yeux, magazine que vous éditez en tant que Women in Mining Sénégal. Mine, pétrole et gaz, elle gouverne, vous dites. Sur la photo, ce ne sont pas des hommes, ce n'est que des femmes qui ont leurs vêtements, leurs combinaisons appropriées. Quand vous dites elle gouverne, je me rends compte que la ministre
je dis la ministre, parce que c'est une dame du pétrole, c'est Madame Sophie Gladima Siby. La présidente de l'ITIE, c'est également une dame, Awa Marie Coll Seck, ancienne ministre de la Santé. Je vois Oulimata Sarr de ONU Femmes et d'autres braves dames. Vous êtes la présidente Women in Mining Sénégal. Ça y est, on peut dire que ce secteur extractif sénégalais est entre vos mains, vous, les femmes. C'est ce qu'on souhaite, même si en termes de gouvernance, il faudrait le reconnaître. Les femmes, quand même, aujourd'hui, d'après l'étude de faisabilité que nous avons eu à faire par rapport à la mise en place d'un indice de genre dans ce secteur, on a pu constater que dans la gouvernance, de manière générale, les femmes occupent plus de 45% des postes, donc c'est presque la parité. Et aujourd'hui, par rapport aux 2 ministères de tutelle, comme vous l'avez dit, c'est Madame Aïssatou Sophie Gladima qui avant était ministre des Mines et de la Géologie. Elle est d'ailleurs même la première femme géologue du Sénégal. Et aujourd'hui occupe le poste de ministre du pétrole et des énergies. Et Eva aussi, à la tête de l'ITIE. Et si nous regardons même les postes de direction au niveau de ces ministères, le ministère des Mines, par exemple, sur 6 directions, les 3 sont occupés par des dames, y compris la direction générale, pour montrer le leadership des femmes. C'est presque la parité. C'est presque la parité, 45%. Que ce soit dans les ministères de tutelle, que ce soit au sein de l'ITIE, que ce soit aussi les agents. Par contre, c'est dans le secteur en tant que tel, sur le plan opérationnel, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire l'emploi dans les entreprises. Aujourd'hui, les femmes y sont très faiblement représentées parce que d'après le rapport ITIE de 2020, sur 9409 emplois directs des 26 entreprises qui sont dans le périmètre de l'ITIE, seuls 724 sont des femmes. Donc ce qui est l'équivalent de 7,69%, donc un pourcentage très faible. Et en termes même d'accès aux postes de responsabilité, si on regarde l'effectif des nationaux, elles ne sont que 54 femmes cadres contre 372 hommes cadres. Donc pour dire qu'en termes d'accès aux postes de responsabilité, le défi est là, que ça soit aussi les politiques de recrutement des entreprises. Aujourd'hui, ce n'est pas très sensible aux gens parce qu'en fait, on n'a pas une vision très claire de leur politique, les plans de carrière des femmes qui sont employées dans les entreprises, les conditions aussi de travail et qui favorisent l'épanouissement socio-professionnel des femmes. Par exemple, la maternité qui est un cas sensible dans ce secteur-là, parce qu'en général, ça se fait à des kilomètres et des kilomètres de Dakar. Kédougou, c'est à presque 700 kilomètres de Dakar. Sabodola, Mako. Oui. Donc c'est très difficile. Mais on est au Sénégal aussi. Il faut peut-être avoir les mêmes conditions qu'à Dakar, quoi. Il faut investir aussi à l'intérieur du pays en termes de commodité, de facilitation des déplacements. Effectivement, oui. Donc adapter le travail à l'homme et pas le contraire. C'est bien possible et il y a déjà des avancées qui sont en train d'être faites, mais qui méritent d'être répliquées, d'être promues, d'être améliorées. Et ça, c'est d'une part. Et il y a aussi une instance de gouvernance qui est là, le groupe multipartite de l'ITIE. C'est aujourd'hui le cadre d'échange, le cadre de suivi, le cadre qui permet de voir les évolutions en termes de la transparence dans le secteur extractif. Et au sein de ce groupe multipartite, il y a plusieurs sièges. Il y a l'État qui a 8 sièges, la société civile, le secteur privé. Mais par exemple, sur 27 sièges au total, il n'y a pas 10 sièges qui sont dédiés aux femmes. Il y a environ 6-7 femmes sur un total de 27. Et de manière générale, pour les femmes de la société civile, on n'a qu'une seule femme. Donc ce qui est très très faible. Alors que les organisations de la société civile ont 7 places dans ce comité et les organisations de femmes n'y siègent pas encore. Donc des défis. Justement, c'est quoi l'objectif de Women in Mining Sénégal? La féminisation du secteur minier? La féminisation, la promotion du leadership féminin, peut-être on dirait, parce qu'en fait, des fois, quand on dit féminisation, il y en a qui ont peur de ce concept, même si quand même, il n'y a rien de mal à ça.
C'est juste des termes qui sont des fois un peu méconnus du grand public et qui méritent d'être beaucoup plus précisés. Donc, Women in Mining, entre autres objectifs, c'est la promotion du leadership féminin dans le secteur, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la promotion aussi du développement socio-économique des zones d'activité extractive. Parce qu'en général, ce qu'on note, c'est qu'il y a un contraste entre les entreprises minières et, par exemple, leur environnement proche. Donc, c'est vraiment des fois pas le cas. On note une il y a de la richesse qu'on extrait, mais il y a la pauvreté. La pauvreté à côté qui l'entoure. Donc, ce contraste qu'il faudrait essayer de résorber et aussi d'améliorer les conditions de vie et de travail des communautés impactées. Parce qu'en général, c'est des populations qui perdent leurs moyens de subsistance et qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin d'être indemnisées, qui ont besoin d'être orientées à d'autres activités, par exemple, génératrices de revenus. Et donc, l'aspect développement communautaire est très important dans ce secteur. Et si c'est bien pris en charge, ça peut permettre de faciliter le permis social pour opérer. Mais si ce n'est pas bien pris en charge, ça peut générer des tensions. On l'a noté dans d'autres pays, on l'a noté même au Sénégal vers les années 2008 à Kédougou. Donc c'est un aspect qu'il faudra bien gérer, l'emploi local, les prestations de services, un peu, la prise en compte des besoins des communautés impactées, ça aussi c'est important. Alors, une jeune dame ou une dame tout court, hein, elle peut être jeune comme elle peut être moins jeune, qui veut entrer dans ce secteur minier, vous lui dites quoi? D'oser réaliser le rêve, parce qu'en fait, en général, c'est juste des préjugés. Aujourd'hui, Women in Mining, c'est un exemple, parce que c'est une association qui regroupe plus de 200 femmes au profil et métiers diversifiés. Nous avons des femmes employées en administration, des femmes employées en entreprise, des femmes chefs d'entreprise, des femmes entrepreneurs, mais également des étudiants. Et nous avons un programme de mentorat pour inciter davantage les jeunes filles à embrasser d'abord les filières scientifiques et ensuite les métiers du secteur. C'est en général des préjugés qui font que ce secteur est masculinisé, mais les femmes y ont leur place et vraiment c'est pas ce que des fois on pense, que le secteur il faut juste être géologue comme moi ou bien être ingénieur environnementaliste, mais il y a pas mal de choses. On peut être quoi et quoi d'autre pour... On peut être corporate affairs responsability, ceux qui s'occupent des relations publiques, on peut être chargé de communication. On peut être juriste parce qu'en fait, c'est des contrats qu'on doit... Une dimension très importante, les contrats à négocier, la comptabilité. Donc, c'est un peu le monde du travail en miniature. Donc, presque tous les profils, rien que dans l'association aujourd'hui, nous avons plus de 33 profils. Des économistes, des environnementalistes, des fiscalistes. Et c'est un domaine qui est aujourd'hui un peu méconnu et il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent là-dessus. Donc, il y a de quoi à s'intéresser dans ce secteur. Et ce n'est pas une affaire d'hommes ou de femmes, mais c'est une affaire de travail et il faut juste avoir les prérequis. Et il n'y a pas en tout cas cette distinction que des fois la société fait et qui bloque les femmes pour pouvoir s'intéresser dans ce secteur. Mais la pénibilité peut être un facteur de blocage. Quand il s'agit de descendre sur le terrain, dans les mines, avec tout ce que cela comporte comme risque. C'est vrai qu'il y a... On en a des femmes vraiment... Rien que dans l'association, vous allez voir que, parce que quand on parle de mines en général, on pense aux conductrices d'engins, on pense par exemple à ces ingénieurs qui sont dans le mining underground, souterrain en général. Il y en a, mais il faut noter qu'il y a des évolutions. Avec la technologie, tout est devenu facile. Le fait de conduire un engin, maintenant, c'est des boutons que tu manipules et après, en fait, c'est fini. Et c'est vrai que des fois, au début, ça peut sembler être un peu difficile avec peut-être les cartographies de terrain, mais même aujourd'hui, il y a des outils qui ont été développés avec la nouvelle technologie qui permettent de faciliter ce travail. Donc, s'il y a vraiment cet aspect pénibilité des travaux, ce n'est plus dans les entreprises
entreprises, mais c'est plus par exemple pour les femmes qui sont dans l'orpaillage, c'est-à-dire l'activité un peu informelle, je dirais, qui utilisent des produits chimiques dangereux pour la santé, la cyanure, mercure, qui travaillent aussi. C'est valable pour les hommes aussi. Pour les Cela hommes. veut dire que vraiment il y a des efforts à faire. Surtout dans ce secteur, dans ce secteur de l'orpaillage, il y a vraiment des efforts parce que c'est dans ce secteur qu'on note toute forme de violence des droits humains, toute forme d'exposition aussi, que ce soit les femmes, les hommes et les enfants surtout, et ce n'est pas leur place dans ce secteur-là. Et donc, de manière générale, que ce soit les entreprises, que ce soit au niveau des communautés, il faudrait qu'on puisse aussi penser à mieux améliorer les conditions de travail pour le respect des droits fondamentaux des populations. Aïda Diop Ndiaye, présidente de l'association des femmes dans le secteur minier au Sénégal, Women in Mining Sénégal, et l'invité du jury du dimanche. Des chiffres que j'ai découverts dans vos documents. Plus de 500 milliards au bénéfice des fournisseurs étrangers et moins de la moitié, 200 milliards pour les fournisseurs nationaux. Cela vous inspire quelle réflexion dans le secteur minier? C'est le défi majeur en termes de contenu local. Aujourd'hui, le secteur en 2020, d'après le rapport d'ITIE de 2020, a pu générer 185 milliards de francs CFA, dont les 165 sont allés au budget de l'État. Donc, vous avez comparé ce que le secteur a généré pour, par exemple, l'État, par rapport aux prestations de services, dont l'écart est vraiment énorme, pour montrer que c'est là où on doit regarder. Les achats, les prestations de services, c'est vraiment le secteur ou bien le domaine où il y a beaucoup de choses à faire en termes de contenu local, parce que, comme vous l'avez dit, c'est moins de 29%. Pour les achats locaux, la plupart, c'est les exportations, c'est les achats avec les multinationales. Pour dire que la stratégie nationale de développement du contenu local, que ce soit dans le secteur des hydrocarbures, que ce soit dans le secteur minier, devrait davantage permettre d'accélérer la croissance des entreprises locaux, de promouvoir davantage de champions nationaux, de contribuer à le renforcement de capacités, mais également de promouvoir les transferts de compétences et de technologies. Parce que c'est ça qui va porter le développement. La RSE, c'est une action volontaire, mais le contenu local, s'il est bien géré, ça peut conduire le développement de notre pays, ça peut diversifier l'économie, ça peut générer aussi d'autres activités. Et il faudrait que nos investisseurs puissent aussi collaborer davantage avec les nationaux, puissent accompagner davantage les entreprises nationales pour pouvoir capter ces parts de marché. Et ça, c'est de manière générale, mais si on voit même par rapport aux femmes, il n'y a pas... J'imagine le déséquilibre. Le déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans le déséquilibre. C'est ça. Oui. Et pour le secteur minier, on ne peut même pas dire c'est ça la part de marché des femmes, parce qu'il n'y a aucune donnée ni statistique en ce sens. Par rapport au secteur des hydrocarbures, quand même avec la plateforme Invest in Africa, on a pu voir que sur 472 entreprises enregistrées, les 76 les capitales sont détenues par des femmes, ce qui est l'équivalent de 17%. Mais à renforcer et améliorer, parce qu'en fait, les femmes ont besoin, et les hommes, de manière générale, je dirais les entrepreneurs locaux, d'être formalisés davantage, d'être coachés, challengés, accompagnés, renforcés, et aussi avoir le financement nécessaire pour pouvoir capter ces marchés. Des fois, les critères peuvent être un peu lourds, mais il faudrait voir des mécanismes d'incitation et aussi l'accès à l'information qui est vraiment un défi. Il faudrait qu'on ait, par exemple, dans le secteur minier, une plateforme qui permettra de voir en termes de fourniture de biens et de services, c'est quoi l'information, ce qui jusqu'à présent dans le secteur minier n'est pas effectif. Très bien. On reviendra tout à l'heure sur l'enjeu des marchés publics, puisqu'il y a une réforme qui est annoncée d'ailleurs. On reviendra également sur les aspects juridiques. Mais une photographie de l'économie minière et énergétique, puisque vous en êtes une spécialiste. Aujourd'hui, est-ce que l'industrialisation
et donc la transformation sont des défis qui ont été identifiés? Si nous voulons porter le développement du pays tout en pensant à ce secteur extractif, ça c'est le premier défi à relever. Parce que si on n'a pas ce réflexe de transformation sur place, ce réflexe de valorisation de la ressource sur place, ça veut dire qu'en fait on va continuer juste de compter les recettes ou bien les taxes, mais l'enjeu par rapport au contenu local, c'est vraiment l'industrialisation du secteur. Ce n'est pas qu'une histoire de fiscalité. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut penser à l'industrialisation. Il faut penser à la valorisation et la transformation des produits sur place. C'est ça qui va créer de l'emploi. C'est ça qui va créer de la valeur. C'est ça qui va diversifier l'économie. Parce que le secteur. Qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver? Je peux dire qu'il y a la volonté politique d'une part, et d'autre part aussi, il y a cette méconnaissance, entre guillemets, du privé national qui doit s'intéresser davantage à ce secteur. Donc un travail de sensibilisation, de conscientisation, un travail de plaidoyer aussi qu'on doit faire, par exemple, auprès de l'autorité ou bien des gouvernants. Et si on prend l'exemple d'autres pays, c'est vraiment quelque chose de possible. Le Rwanda nous a montré un exemple. Ils ont mis en place une industrie de transformation de l'or sur place qui n'a pas coûté grand-chose. Et donc, c'est vraiment ces genres de choses qu'on doit développer au Sénégal. Ce qui n'existe pas encore au Sénégal? Ça n'existe pas. Depuis qu'on parle d'exploitation de l'or. D'exploitation de l'or. Avec Sabodala et tout. On n'a pas d'industrie de transformation de l'or. Il n'y en a pas. Et c'est vraiment ces genres d'approches qu'on doit promouvoir, la transformation et la valorisation sur place, parce que ce secteur... On extrait l'or, parce que ce que vous dites est intéressant. On en est encore à extraire l'or. Exporter. À l'exporter. Il est transformé. Il nous est revendu. C'est comme l'arachide. Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Et c'est cette vieille rengaine déjà qui date de Léopold Sédar Senghor, la détérioration des termes de l'échange. Si vous en parlez aujourd'hui, à la limite, vous êtes has-been, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et c'est même triste parfois. Et c'est ça qui doit porter. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas être seulement au niveau des constats? Il faut des mesures. Il faut une vision et il faut aussi oser, si je peux ainsi dire, pouvoir... Déjà, le Sénégal, le contexte est là. Il y a le problème d'employabilité des jeunes. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse développer ces genres d'initiatives. À Kédougou, il y a l'exploitation de l'or qui est plus concentrée dans cette région. On parlait des comptoirs commerciaux, mais est-ce que c'est dynamique? Est-ce que c'est fonctionnel? Donc, toute cette chaîne on devait penser en fait à la chaîne de valeur. Produire, exporter une partie, transformer une partie sur place. Et c'est ça qui va générer même l'emploi. Parce que ce secteur n'est pas un secteur pourvoyeur d'emploi. Aujourd'hui, en termes d'indicateurs, c'est 0,17% en termes d'emploi. Donc, si on doit juste attendre que les entreprises recrutent, ça veut dire qu'en fait, on ne va jamais capter ce taux de chômage que vit aujourd'hui la population et surtout les jeunes. Et il est important qu'on puisse... Parce qu'avec la découverte du pétrole, la population a tellement d'attentes, des fois peut-être démesurées, et il faudrait qu'on puisse limiter les attentes et développer aussi des mécanismes qui permettraient aux populations de pouvoir jouir pleinement de ces ressources. En termes d'emploi, j'imagine que vous êtes très curieuse et assez... proactive et vous êtes dans la prospective également. Est-ce que vous avez une idée de combien ce secteur pourrait générer en termes d'emploi si nous nous orientons davantage vers l'industrialisation, vers la transformation? Pour le moment, si on essaie de comparer le secteur formel du secteur informel, on voit que par rapport au rapport de l'ITIE, la masse salariale, c'est environ 100 et quelques milliards, 106 milliards et quelques, comparé à l'orpaillage. Et tout à l'heure, j'avais dit que c'est 9 000 et quelques emplois. Si on compare à l'orpaillage, qui est l'activité informelle, entre guillemets, qui, en lui seul, par exemple, génère plus de 31 000 emplois. Donc, pour montrer que rien que l'orpaillage, ça démultiplie
l'emploi dans le secteur informel. Donc imaginez-vous qu'on encadre davantage l'orpaillage qui emploie plus de 31 000 personnes, qu'on développe encore une fois d'autres activités connexes, que ce soit la transformation, la valorisation, ce que ça pourrait générer. Donc ce n'est même pas comparable avec ce que par exemple les entreprises emploient directement. Pour dire qu'en tout cas il y a une valeur ajoutée certaine qu'on devrait pouvoir capter de cette rente. Et c'est ça qui permettrait de faciliter la diversification et une meilleure gestion des revenus. Comme quoi, Mme Abissey, qui est maintenant à la tête de l'ADER, direction à l'entrepreneuriat rapide pour des femmes et des jeunes, mais aussi Mme Sophie Diallo à la tête de 3FPT, c'est ça, en remplacement de Mme Abissey, doivent peut-être s'orienter davantage vers ça en termes de financement, de formation, d'encadrement des jeunes de manière générale, mais surtout des femmes. Et c'est un plaidoyer que nous réitérons à travers cette tribune juridique dimanche. Nos félicitations à elle déjà. C'est ça. Donc les féliciter en tant que des femmes qui ont été promues à des postes de responsabilité. Et on espère que les femmes qui sont dans les communautés, le monde rural, vont aussi jouir pleinement de ces deux bijoux nationaux. Et pour dire qu'aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on essaie de faire sur le terrain, alors que nous n'avons pas les capacités requises pour pouvoir le faire, parce qu'on était obligé à un moment donné d'aller dans le sens de l'autonomisation des femmes, ce qui fait qu'on intervient sur les 3F, la formalisation, qui a permis aujourd'hui à l'association de créer 3 réseaux de femmes au niveau communautaire qui poralisent plus de 100 groupements, plus de 10 000 femmes entre la région de Thiès et Saint-Louis, et nous n'avons pas encore développé dans les autres régions. Et elles ont un besoin énorme en termes de gap par rapport à la formalisation, par rapport à l'insuffisance des compétences techniques, et c'est ça qui les empêche des fois même de pouvoir capter les opportunités entrepreneuriales dans ce secteur. Donc elles n'ont pas les capacités, elles n'ont pas aussi le financement nécessaire, parce que des fois, pour pouvoir capter des marchés, il faut avoir une certaine assise financière, ce qui n'est pas le cas. Oui. Donc vraiment, il faudrait qu'elles puissent penser à accompagner ces femmes de ces communautés-là, ces femmes qui sont dans le monde rural, et les jeunes de manière générale, pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus qui sont durables. Alors, en termes de gouvernance, la présidente, comme j'ai dit, de Women in Mining, Aïda Diop Ndiaye, est l'invitée de ce jury du dimanche. En termes de transparence, de gouvernance, il y a l'ITIE, qui est un mécanisme qui est aujourd'hui actionné, dirigé par Mme Awa Marie Kolsek. Un mécanisme efficace ou plutôt à réformer? L'ITIE en tant que tel, je pourrais dire que c'est un mécanisme quand même efficace, dans la mesure où, vu les performances qu'ils ont eu à faire courant de ces dernières années, rien que cette année, ils ont eu la plus grande note, le plus grand score par rapport à la notation, 83 points. Donc ça, c'est pas négligeable. Mais il faudrait qu'on puisse comprendre que l'ITIE ne veut pas dire un secteur transparent, parce que l'ITIE intervient dans un domaine spécifique. Aujourd'hui, j'ai tout à l'heure dit que pour l'ITIE, c'est seulement 26 entreprises, les 26 grandes entreprises qui ont des chiffres d'affaires de plus de 200 milliards. Alors que pendant ce temps, il y a 315 autres entreprises qui ne sont pas dans le périmètre de l'ITIE. On n'a pas... Problème de périmètre. C'est ça. Mais problème également d'outils. Pour bien contrôler. Pour bien contrôler, et même la sphère de contrôle. Qu'est-ce que l'ITIE contrôle? Qu'est-ce que l'ITIE contrôle au-delà des données, par exemple, des chiffres, des statistiques, les paiements, les contributions? Il commence à s'intéresser avec la nouvelle norme sur tout ce qui a trait avec l'impact et aussi l'aspect environnemental. Mais c'est plus l'impact, je pense, que les populations attendent. Il faudrait qu'on puisse voir aujourd'hui le secteur en termes d'impact, en termes de développement, c'est quoi en fait les résultats. En termes de gouvernance des ressources, en termes de gouvernance des institutions, quelles sont les avancées qui ont été faites, même s'il y a
y a des avancées quand même, il faut reconnaître. Aujourd'hui, en termes de publication des contrats, c'est devenu effectif. Et ça aussi, il y a un travail important que les acteurs de la société civile ont eu à faire dans ce sens. Et un engagement aussi politique qui a été noté, et il faudrait le reconnaître. Mais il y a des choses qu'on peut améliorer et renforcer pour que la gouvernance... Réformer davantage. Plus de pouvoir à l'ITIE, élargir son périmètre. Ajouter son périmètre et inclure davantage d'autres secteurs connexes. Et surtout mettre en œuvre les recommandations parce que chaque année, l'ITIE produit des rapports, il y a des recommandations. Des fois, toutes les recommandations ne sont pas effectives et il faudrait qu'on développe aussi d'autres mécanismes qui vont permettre de renforcer l'existant, qui vont permettre aussi de plus s'intéresser sur le volet impact. Impact au niveau communautaire, impact au niveau gouvernance, c'est quoi les enjeux de transparence, la communication qui est très important parce que si tu vois au niveau des communautés, l'accès à l'information n'est pas tout à fait effectif. Et que ça soit de manière générale l'information sur le secteur, l'information sur les opportunités, l'information sur les mécanismes. Et c'est ça qui fait des fois qu'il y a des problèmes de communication entre les populations et les parties prenantes. Et c'est important qu'on puisse développer, renforcer davantage l'aspect transparence, accès à l'information et mécanismes et outils de gouvernance et de redevabilité également. De redevabilité, mais aussi le mesurage. Je ne sais pas si le mot existe. Demain, quand on dira, oui, on a extrait combien de temps de barils de pétrole, c'est qu'on soit en mesure de s'assurer qu'il s'agit, que le chiffre est exact. Quand on dit tant de kilos d'or, qu'on s'assure qu'effectivement c'est cela qui a été extrait. Ça, c'est un enjeu important aussi. Très important. Oui. Et il faudrait qu'on puisse essayer, surtout avec les contrats de partage de production, de renforcer et développer ces mécanismes qui nous permettraient de faciliter le suivi et l'évaluation de la production, mais également des exportations, des budgets, des coûts, parce qu'en général, toute la répartition, c'est basé sur les coûts. Si c'est le pétrole, c'est le cost oil, il faut déduire toutes les charges, etc. Oui. Donc, il faut une maîtrise de ces charges-là. Il faut une maîtrise pour pouvoir vraiment savoir c'est quoi qui a été réellement dépensé, c'est quoi qui doit être dépensé, c'est quoi qui doit revenir, par exemple, à l'État. Et donc, il faudrait des mécanismes qui permettront d'équilibrer cette asymétrie d'information et de pouvoir, parce que c'est des entreprises qui ont vraiment du pouvoir qu'en général même nos États n'ont pas. Et donc c'est important de pouvoir équilibrer cette asymétrie de pouvoir et d'information pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise de nos ressources, et d'où l'importance de l'économie politique des ressources extractives. Un vieux débat, faut-il renégocier ces contrats? Faut-il renégocier? En tout cas, il faudra négocier en permanence. Négocier en permanence parce qu'en fait, il faut reconnaître une chose aussi, c'est du business. Il y a déjà des contrats qui ont été déjà signés, mais rien ne doit être figé dans ce secteur. Il faudrait que l'État puisse faire en sorte d'avoir des clauses qui facilitent la soit renégociation de certaines dispositions, l'amélioration de certaines, par exemple, aussi conditions, et éviter en général certaines clauses de gel qui nous empêcheraient de pouvoir revenir sur certaines dispositions. Parce que c'est un secteur qui évolue, c'est des ressources aussi qui sont épuisables, et il faudrait qu'on puisse avoir cette autonomie de pouvoir négocier en permanence par rapport de manière à ce que ça soit profitable à l'État de manière générale, que ça soit aussi profitable aux populations et aux communautés. Donc, cette négociation doit se faire en permanence, et il faudrait qu'on puisse davantage penser à inclure certaines dispositions dans les contrats. Je pense au contenu local, par exemple. Des dispositifs contractuels pourraient être des solutions. La Gambie qui est là, qui n'a pas cette notoriété de pays pétrolier, par exemple, mais ils ont des mécanismes qui sont très importants. La dernière fois, on a eu à organiser
une table ronde sur le contenu local, mais ils ont des dispositions spécifiques qu'ils ont mis dans leur contrat et c'est important que le Sénégal aussi puisse s'inspirer de ces pratiques pour qu'on puisse davantage tirer profit de ces ressources-là et retomber. Très bien. Alors, parlons de l'autorité de régulation de la commande publique pour remplacer l'ARMP, autorité de régulation des marchés publics tout court. Un projet de loi va être d'ailleurs soumis prochainement. En tout cas, c'est le Conseil des ministres a adopté ce projet de loi. Mais il y a également le projet de loi relatif au contenu local dans le secteur minier. Est-ce que vous pensez que l'ARCOP, associé à la réforme concernant le contenu local dans le secteur minier, va permettre plus d'accès à la commande publique? Je pense que tant qu'il y aura la transparence, tant qu'il y aura des mécanismes et surtout le partage d'informations, ça pourrait être un tremplin pour pouvoir permettre au secteur privé de capter davantage de marchés publics, que ce soit régulation des marchés ou bien de la commande publique. L'essentiel, que ça permette au secteur privé national de capter davantage de parts de commandes ou de marchés dans ce secteur-là. Et on devait aussi pouvoir toujours savoir articuler avec l'existant dans le secteur minier comme pétrolier, même si là c'est exclusivement des marchés publics, mais il faudrait faire la corrélation pour voir qu'en général c'est les mêmes défis en termes d'accès à l'information, en termes aussi de capacité technique et financière, parce que les entreprises, il y en a qui n'ont pas cette capacité de pouvoir faire des marchés clés en main, pouvoir s'autofinancer et attendre dans un certain temps, c'est ça, certain temps pour être remboursé, et c'est en général un défi dont les entrepreneurs, le secteur privé fait face, et l'accès au financement. Des fois, ils n'ont pas les moyens requis pour les garanties et autres. Donc, il faudrait des mesures, en tout cas incitatives, pour accompagner les champions nationaux et faciliter aussi l'accès à l'information, et surtout pour la loi sur le contenu local. Aujourd'hui, avec le secteur des hydrocarbures, nous avons le comité de suivi de la loi, et donc il faudrait qu'on puisse accélérer avec la plateforme, que les marchés puissent être disponibles, que les fournisseurs puissent savoir où poster leurs services et leurs biens, que aussi les prestataires, que ça soit transparent. Et le secteur minier aussi puisse s'en inspirer, parce que quoi qu'on puisse dire, même si le secteur pétrolier est venu bien après, en termes de prestations de services quand même, avec la plateforme Invest in Africa qui devrait basculer dans la plateforme du contenu local. C'est des mécanismes à développer aussi dans le secteur minier pour que les marchés publics aussi, autant les marchés publics que les marchés publics, les plans de passation de marché qu'on puisse, qu'ils soient disponibles et aussi accessibles, et avec des mesures incitatives qui favoriseront la participation nationale de manière générale. Et puis il y a la transition énergétique aussi, qui est aujourd'hui un enjeu pour le Sénégal, qui s'apprête à avoir du pétrole et du gaz, en tout cas en termes d'exploitation. Mais est-ce que la transition énergétique ne pourrait pas être finalement un obstacle à l'exploitation véritable de ces ressources? Dès lors que le Sénégal a dépassé le stade de décision pour extraire, parce qu'en fait, la gouvernance, il faudrait comprendre que c'est une chaîne depuis la décision d'extraire jusqu'aux fondements internationaux en passant par la gestion des revenus. Le Sénégal a déjà décidé d'extraire ces ressources, donc il faudrait une vision claire, des politiques d'accompagnement pour pouvoir tenir compte de cette transition énergétique, de l'accord de Paris dont nos États ont déjà souscrit. Et je pense que quand même le Sénégal a besoin de ressources. Le pays a besoin de ressources pour pouvoir porter le développement, mais il faudrait qu'on puisse le faire de manière intelligente, tenant compte aussi des impacts sur l'environnement, entre autres, parce que c'est des ressources épuisables. Il faudrait qu'on puisse penser à diversifier l'économie et tenant compte aussi de l'impact que ça pourrait avoir sur l'environnement.
des ressources épuisables. Le mot est lâché par Aïda Diop Ndiaye, présidente de Women in Mining Sénégal et géologue de formation. Elle est également spécialisée en économie minière et énergétique et elle est l'invitée du jury du dimanche, le dernier du mois de mars, mois de la femme. Parlons du leadership féminin. On prend 5 minutes pour parler des questions beaucoup plus politiques. Vous êtes femme leader dans votre domaine, cela est incontestable. Les goulots d'étranglement, en résumé, c'est quoi? C'est entre autres déjà, en premier lieu, c'est l'acceptation des femmes dans ce secteur parce qu'en fait, il faudrait qu'on évite de masculiniser ce secteur au lieu de faire peur, par exemple, à la jeunesse pour qu'elle ait peur d'embrasser ou bien de se donner dans ce secteur. Il faudrait qu'on puisse améliorer le cadre juridique et réglementaire parce qu'aujourd'hui c'est seul le code minier qui a des dispositions spécifiques sur le genre, ni le code pétrolier, ni la loi sur le contenu local, le code gazier, entre autres noms de dispositions. Et il est important qu'on puisse voir dans quel cadre on pouvait résorber ce gap. Déjà, il y a un travail qu'on est en train de faire avec la CEDEAO. C'est l'adoption, parce que depuis 2019, on travaille sur un projet de charte genre et industrie géo-extractive et durant le mois d'avril, on va faire la réunion des experts et après ça va passer au Parlement de la CEDEAO. Peut-être avec cette charte, ça permettra d'avoir une disposition spécifique ou bien en tout cas une loi spécifique parce qu'on avait aussi travaillé avec le Parlement l'année dernière, une session spéciale à l'Assemblée qui a permis de déclencher en tout cas les échanges par rapport à la problématique du genre dans le secteur et il y a vraiment nécessité et urgence de voir comment résorber ce gap et d'avoir plus de femmes dans les postes de responsabilité parce que ça soit dans le secteur mais que ça soit aussi politique. Surtout ma question, oui, c'est de manière globale. Et sur ce... politique au plan institutionnel, c'est surtout ça. Que cela passe souvent aussi, il faut le dire, par des élections parce que c'est le moins aussi dans notre système d'organisation, c'est-à-dire le système démocratique, par lequel on accède à des niveaux de décision au niveau du pouvoir exécutif, législatif et même au niveau local, les élections territoriales. Est-ce que aujourd'hui qu'on va vers les élections législatives, vous pensez que c'est une opportunité pour les femmes de peser encore davantage sur la balance? Et c'est tout déjà l'occasion de féliciter l'engagement des femmes lors des dernières élections locales parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, il faut constater les évolutions. On a aujourd'hui 18 femmes maires, contre 2 au niveau des conseils départementaux, donc 20 femmes. Entre 2014 et 2022, de 2,5%, on est passé à 3,8%. Donc même si le chiffre est encore faible, il faut quand même saluer cet engagement politique des femmes qui font face des fois aussi à des contraintes socio-culturelles, traditionnelles et culturelles. Et surtout par rapport à l'avènement des réseaux sociaux, les dénigrements et autres, ça peut les bloquer. Mais il faudrait qu'on puisse encourager davantage les femmes à aller à l'assaut du Parlement. Parce que c'est au niveau de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale qu'on vote les lois et qu'on fait aussi le suivi de l'action gouvernementale. Et il faudrait qu'on puisse, pourquoi pas, avoir une femme à la tête de l'Assemblée nationale, parce que je pense quand même, depuis les indépendances, c'est devenu quelque chose d'urgent et important. Il faudrait la présidence de l'Assemblée nationale à la prochaine législature qui soit dirigée par une femme et qu'on ait aussi plus de jeunes femmes à l'Assemblée. Parce que comme on a la loi sur la parité, donc ça c'est un acquis, mais il faudrait qu'on ait plus de jeunes femmes à l'Assemblée. Et ça ne serait que d'utilité importante parce qu'aujourd'hui nous avons vu le travail important que notre sœur Marième Soda, qui est la cadette de l'Assemblée nationale, est en train de faire. Et on a besoin d'autres Marième Soda Ndiaye, on a besoin aussi d'autres femmes parlementaires. Je veux citer honorable Juliette Zinga, honorable Mariama Badiane, entre autres qui s'activent vraiment sur la promotion du leadership féminin au niveau du Parlement. Et il faudrait que, de manière générale, ces femmes politiques aussi puissent savoir que les postes qu'elles occupent ne sont pas des sinécures, mais vraiment du sacerdoce qu'il faudrait pouvoir savoir développer et pourquoi pas même plus de femmes pour les prochaines élections présidentielles. Parce que 2024,
il faudrait davantage que les femmes s'engagent dans la vie politique, parce que même si nous autres organisations de la société civile, on ne fait pas de la politique, mais on a besoin de femmes au niveau des postes politiques, parce que c'est là où on prend les instances de prise de décision, et ça permettrait, par rapport à nos organisations respectives, une meilleure prise en compte du genre et dans sa globalité. On n'a jamais eu de femmes vraiment candidates à l'élection présidentielle qui soit allée jusqu'au bout. On ne l'a jamais eu. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de contraintes souvent qui des freinent. intentions, des ambitions affichées, mais ça n'aboutit pas. Jamais jusqu'au bout. Soit elles sont éliminées au niveau du parrainage pour certaines, ou alors finalement elles renoncent. Elles renoncent. Bon. Mais il faudra qu'on interroge les causes, parce que la manière Absolument. d'éduquer les femmes, aussi les considérations socio-culturelles traditionnelles et le financement aussi, ça peut être des facteurs bloquants qui freinent leur engagement. Un clin d'œil aux femmes policières. 40 ans cette année de l'intégration des premières femmes dans la police nationale. Il faut également dire que nous allons vers la fête de l'indépendance. Cela fera 60 ans que le Sénégal a accédé à la souveraineté internationale. C'est le lieu de faire un clin d'œil à nos forces armées, à la jeunesse et aux femmes également. Et puis le Ramadan qui pointe à l'horizon. Nous en profiterons pour prendre quelques jours de congé, mais le jury du dimanche va se poursuivre. Quelques réactions sur les réseaux sociaux vous concernant. Dramé Diatta, bon vent à vous. Il n'y a pas eu de questions, mais des encouragements. Mohamedou Fodé Gassama, intéressant. Mokhtar Senghor, bonne émission. Et Mohamed Ndour, Aïda Diop, on est fiers de toi. Et il vous tutoie, peut-être qu'il vous connaît très bien. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir. Aïda Diop Ndiaye, présidente de Women in Mining Sénégal, association des femmes dans le secteur, pour le secteur minier dans notre pays. Elle est géologue de formation et dans sa promotion, elle était l'unique femme. Aujourd'hui, elle est devenue un leader dans ce domaine. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter le JDD, à la technique Babacar Ndiaye pour la réalisation, prise de son Ibamar, Ndiankou également a participé à la réalisation de cette émission. Réseaux sociaux Biram Pouy et Fatimata Ba. Pour immedia.sn, Djeba au texte, à la photo, Abdoulaye Silla. Bonne chance au Lion pour cette Coupe du Monde. Merci aussi à vous, Aïda Diop Ndiaye. Merci beaucoup, Mamadou, et à toute l'équipe de ITV. Et merci aussi à tous les internautes pour les commentaires, ce qui constitue vraiment un gage d'encouragement. Et nous allons essayer de continuer à inspirer davantage la jeunesse et pour dire en fait que pour les femmes, notre seule limite, c'est nous-mêmes. Il faudrait qu'on puisse oser affronter la vie de manière générale, la vie politique, la vie sociale, l'engagement communautaire pour le développement de notre localité. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.